Alors on va commencer maintenant cette conférence, enfin une intervention introductive sur la peur au cinéma. Alors je savais pas vraiment comment l'appeler, j'aurais pu appeler ça le cinéma de la peur plutôt. Ce que j'ai essayé de faire, notamment pour le début, c'est d'avoir une introduction qui serait plutôt sur l'histoire du cinéma d'horreur, parce que finalement pour le plus grand public, le genre cinématographique qui par essence devrait être le genre de la peur, ce serait le genre du cinéma d'horreur ou alors d'épouvante. Donc on va commencer tout de suite par ça. Si on devait trouver une origine au cinéma d'horreur ou d'épouvante, on pourrait remonter déjà avant l'invention du cinéma lui-même, avec notamment le roman gothique ou la gothic fiction, qui va prendre naissance au milieu du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, un peu en opposition justement aux Lumières, qui les Lumières sont plutôt dans une envie de rationalité, de rationaliser le monde et d'essayer de comprendre ce qui se passe et de comprendre les mystères du monde, avec notamment l'encyclopédie qui arrive avec Diderot dans ce siècle-là. Alors, notamment pour la gothic fiction et le roman gothique, le premier roman sera Le Château d'Otrante en 1764, écrit par Horace Walpole. À ce moment-là, il s'agit vraiment de roman gothique et pas encore de roman d'épouvante, qui sera un sous-genre du gothique. On sera plutôt là avec un esprit de vouloir raconter des histoires avec une atmosphère, donc notamment les atmosphères médiévales, avec notamment des châteaux hantés, parfois, et aussi une atmosphère qui va contre l'idéologie des Lumières, donc une idéologie qui va plutôt sur essayer de irrationaliser le monde avec des peurs irrationnelles comme celle des fantômes, celle des esprits et celle du mystique, finalement. Pour certains intellectuels, ce monde sans peur, le monde que veulent les Lumières, serait un monde qui deviendrait un monde encore plus terrifiant qu'un monde où il y aurait finalement ce mystère. Et on va revaloriser donc le passé des ancêtres, on va revaloriser la noblesse, c'est souvent la noblesse qui est montrée dedans, on valorise un monde disparu et mystique. Le roman gothique montre que le monde a encore besoin de se faire peur et de croire en des choses inexpliquées. Arrivera un petit peu après, comme je le disais, Les Mystères d'Udolphe d'Anne Radcliffe en 1794, qui sera le premier roman d'épouvante. Donc là, on est vraiment un peu plus là pour faire peur, on n'est plus juste là dans de l'ambiance. Donc ce sera le premier. Ensuite, on aura des œuvres encore plus connues, notamment grâce au cinéma, avec le Frankenstein de Mary Shelley en 1818. On aura aussi Dracula de Bram Stoker en 1897. Si on arrive à peu près à l'arrivée du cinéma, en 1896, on a Le Manoir du Diable, réalisé par Georges Méliès. Alors Georges Méliès, pour vous en dire un petit mot, c'est un réalisateur français, un réalisateur qui est connu notamment et pour beaucoup considéré comme l'inventeur du genre fantastique au cinéma, et à la base est un prestidigitateur, c'est-à-dire que c'est un magicien qui fait ses tours sur scène. On est en 1896, donc on est vraiment au tout début du cinéma. Le cinéma va naître en 1895, grâce à l'invention, le cinématographe des frères Lumière, Louis et Auguste Lumière, avec la première projection publique qui va avoir lieu le 28 décembre 1895. Donc on est vraiment au tout début du cinéma quand Méliès fait ce film. Alors il faut savoir, pour la petite anecdote, que Méliès avait été voir les frères Lumière après la première projection publique, leur demandant s'ils pouvaient utiliser leur invention pour pouvoir faire des films lui-même. Ils lui ont un petit peu dit non, donc il a essayé d'aller faire en Angleterre un faux cinématographe dont il va se servir pour faire ses premiers films. Ensuite, comme précurseur du genre de l'horreur, on aura par exemple l'expressionnisme allemand, qui découle évidemment du mouvement expressionniste en peinture. L'expressionnisme en peinture, c'est des déformations des lignes et des couleurs afin de retranscrire le sentiment du peintre. Dans l'expressionnisme allemand, on va par exemple dans les décors faire justement ces lignes qui vont être un petit peu étranges. On va avoir des décors basés sur la déformation générale qui manifeste l'intériorité et l'état mental des personnages. Donc par exemple, on peut le voir avec cet extrait du cabinet du Dr Caligari de Robert Wiene en 1920. Il y en a d'autres qui vont justement aller plus sur les éclairages, donc notamment comme Friedrich Wilhelm Murnau avec le Nosferatu le vampire en 1922 ou alors l'Aurore en 1927. Alors à peu près en 1934, on a la création d'un studio de production qui deviendra un studio de production extrêmement important dans l'histoire du cinéma d'horreur, créé par William Ince en 1934, la Hammer Film Productions, une société de production anglaise et qui fera des films d'horreur à peu près à partir des années 50, notamment en 1955, avec un premier film qui s'appellera The Quatermass Experiment, en 1955, réalisé par Val Guest. Il s'agit des prémices, c'est un film moitié science-fiction, moitié horreur, qui s'appellera Le Monstre, en version française. Et ce qui est intéressant, c'est que le X est extrêmement important, parce que à ce moment-là, la Hammer va justement vouloir la classification X pour ce film. Pourquoi ? Parce qu'ils ont envie de montrer un cinéma différent et que surtout ils vont vouloir au fur et à mesure montrer énormément de sexualité au cinéma et d'érotisme, donc le X. Vous savez tous ce que c'est aujourd'hui, je pense. On aura le Frankenstein s'est échappé en 1957 de Terence Fisher, avec notamment dans le rôle principal, on aura les débuts de Christopher Lee avec la Hammer, qui sera l'acteur récurrent des films de la Hammer Film Productions, qui jouera dans
quasiment tous les films en jouant souvent l'antagoniste principal. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant la Hammer, et juste avant ce que la Hammer fait dans les années 50, on a les Universal Monsters aux États-Unis, donc avec la société de production Universal. Ce qui se passe, c'est que les Universal Monsters vont être aussi des adaptations, notamment de romans gothiques. Donc on aura du Dracula, on aura Frankenstein, etc. À peu près à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand on se rend compte des crimes nazis, on se dit que c'est un petit peu déplacé de faire des films d'horreur assez violents aux États-Unis, donc on arrête. La Hammer va arriver, société de production anglaise, et créer ce genre de film. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que Frankenstein s'est échappé. C'est intéressant pourquoi aussi, parce que c'est un des premiers films d'horreur en couleur, et aussi parce que c'est un film assez violent. Il y a énormément de sang qu'on ne voyait pas forcément dans les films de la Universal Monsters. Pour les Universal Monsters aussi, la disparition se fait aussi au moment où on va commencer à tourner en ridicule le genre de l'horreur, où on va adapté notamment encore ce Dracula qui est joué énormément par Bela Lugosi, un acteur récurrent pour le Dracula, Frankenstein, qui sera beaucoup joué par Boris Karloff, etc., qui seront tournés en ridicule avec un duo de comiques qui s'appelle, comment s'appelle-t-il déjà, Abbott et Costello, qui vont faire des films comiques et qui vont vraiment rendre le genre complètement ridicule et ses personnages encore plus. Donc la Hammer va adapter ensuite en 1958 Le Cauchemar de Dracula, donc adaptation de Dracula aussi, où on va rajouter de l'érotisme qu'on n'avait pas encore avec Frankenstein, et on commence à rentrer dans ce que va être la Hammer Film Production et qui va vraiment régner sur le genre horrifique des années 50 jusqu'à peu près au début des années 60. Et ce qui va se passer dans les années 60, c'est qu'un petit film d'horreur pas très connu va arriver en 1960, Psychose d'Alfred Hitchcock, qui va complètement réinventer le genre parce qu'on va se dire que l'horreur qu'on a envie de voir, c'est plus l'horreur des châteaux médiévaux, des vieux Dracula, des vieux vampires, etc. C'est une horreur moderne, une horreur qu'on pourrait connaître. Le tueur dans le film, ça pourrait être notre voisin finalement. Donc c'est ce qu'on se dit. On est aussi ancré dans les années 60 aux États-Unis, au moment où se tourne le film, au moment où sort le film. Donc on est dans une horreur beaucoup plus ancrée dans le réel. Ensuite, à la fin des années 60, vont arriver une nouvelle horreur, des films fantastiques ancrés dans l'ère du temps. Donc on aura Rosemary's Baby de Roman Polanski en 1968, et qui se passe par exemple à Manhattan. Donc vraiment, on est vraiment sur de l'ancrage contemporain, et on a aussi La Nuit des Morts Vivants de George A. Romero en 1968. Alors aussi, ça va un petit peu ringardiser les films de la Hammer, parce que ce qu'on va voir, c'est que c'est quand même beaucoup plus violent La Nuit des Morts Vivants. On va voir des enfants capables d'assassiner leurs parents, on va voir aussi des tendons se faire déchiqueter, et beaucoup de violence, finalement. Donc c'est une nouvelle horreur qui arrive. Il y a un film qui va vraiment précipiter complètement la chute du studio, qui va mourir à peu près à la fin des années 70. Ça va être un petit film vraiment pas très connu, produit par une société de production pas très connue non plus, un gros studio américain qui n'a pas coûté très cher non plus. C'est L'Exorciste de William Friedkin, sorti en 1973, produit par la Warner Bros. Alors le film va être un succès colossal. Il s'agit encore aujourd'hui d'un des films d'horreur les plus rentables de l'histoire du cinéma, adaptation du livre de William Peter Blatty, et le film est un succès international. Donc on veut une nouvelle horreur. Le contexte de L'Exorciste, quand il sort, c'est que c'est un film qui fait tellement de bruit, etc., qu'on va nous vendre des sortes de légendes urbaines au moment de sa sortie, qu'on a encore aujourd'hui, qu'on nous dit que lorsque le film est sorti, des gens auraient fait des arrêts cardiaques dans les salles. On nous vend quelque chose comme le film le plus effrayant de tous les temps, et les gens vont voir ce film pour s'effrayer eux-mêmes. On nous vend aussi le film comme quoi il serait adapté, enfin le livre à la base serait adapté d'une véritable histoire. Donc on est vraiment sur un contexte de peur où on se dit que ce qu'on va voir est réel. Alors ça s'appelle dans la fiction la suspension consentie d'incrédulité. La suspension consentie d'incrédulité, en soi, c'est dans tous les récits, et ce serait une forme de contrat entre l'objet, c'est-à-dire par exemple un livre, ou alors un film, le récit, et le spectateur. C'est-à-dire que le contrat ne doit pas être rompu pour continuer de croire à ce qu'on nous dit. Par exemple, on peut regarder des films fantastiques et croire à ce qu'on voit. Ou même si on n'y croit pas de manière consciente et dans la vraie vie, on va y croire le temps de l'histoire, ce qui va nous permettre de ressentir des émotions, que ce soit la peur, que ce soit la tristesse, que ce soit la joie, etc. Donc la suspension consentie d'incrédulité, c'est extrêmement important, et c'est un concept de narratologie, donc la science du récit et de la narration. Elle permet de justifier le fait de s'éloigner du réalisme aussi, parce que L'Exorciste, c'est pas vraiment un film réaliste, même s'il est beaucoup plus réaliste que certains films d'horreur sur certains aspects. On va passer à un autre concept grâce à L'Exorciste, l'inquiétante étrangeté. Alors, Monsieur Évrard en parlait un petit peu tout à l'heure, notamment, c'est un concept freudien, écrit en 1919, et donc ce qu'on peut voir déjà, c'est le parallèle entre deux œuvres, un plan du film L'Exorciste et un tableau, L'Empire des Lumières de René Magritte. Ce qu'on peut voir dans ce tableau, et ce qui est extrêmement étrange, et là on peut ressentir de l'inquiétante étrangeté, c'est dans le fait que sur ce tableau, au premier plan, on peut voir une maison, ou plusieurs maisons, une petite ruelle, qui semble être en pleine nuit. On voit un lampadaire allumé, on voit les lumières à l'intérieur de la maison, on a l'impression d'être en pleine nuit. Et si on regarde en haut, il fait jour. Et notamment William Friedkin, donc le réalisateur de L'Exorciste, expliquait qu'en voyant ce tableau, ça lui avait fait ressentir une émotion de malaise. Certains peuvent ressentir du malaise face à cette œuvre. Ensuite, pour continuer notre exploration de l'histoire du cinéma d'horreur
très américanisé, hein. On est vraiment sur l'histoire du cinéma d'horreur américain pour l'instant et anglais, parce qu'on n'a pas parlé par exemple du giallo italien, etc., qui sont très proches de la Hammer Film Production. Ensuite, dans les films dans l'air du temps, on a aussi Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper qui arrive en 1974 et qui va littéralement montrer ce qui se passe en Amérique à ce moment-là, c'est-à-dire la guerre du Vietnam et le chômage. C'est-à-dire que dans ce film, ce qu'on voit, on voit un film extrêmement réaliste, extrêmement violent, ce qui va encore plus précipiter la chute du studio Hammer, vous vous en doutez. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit l'Amérique actuelle. On voit une Amérique redneck, donc c'est-à-dire les rednecks, ce seraient un petit peu les cas sociaux du fin fond des États-Unis, avec 3 dents et qui parlent pas correctement et qui mangent des gens, souvent cannibales, et donc qui vont manger ces jeunes, les tuer pour les manger, en fait, finalement. Là, on est plutôt sur quelque chose de très explicatif et qui finalement est expliqué par le contexte historique américain à ce moment-là. Ensuite, on a l'arrivée du slasher, sous-genre du cinéma d'horreur, qui arrivera en 1978 avec le film de John Carpenter, Halloween, La Nuit des Masques. Du coup, à l'arrivée du slasher en 1978, ça va complètement changer le cinéma de genre américain, le cinéma d'horreur américain. Donc on aura des œuvres qui vont suivre un petit peu la suite d'Halloween. Donc Halloween va mettre vraiment les codes en étendard du genre, c'est-à-dire qu'on a des précurseurs à Halloween, comme par exemple le film Le Voyeur de Michael Powell en 1960, film anglais. On aura aussi Psychose d'Alfred Hitchcock et des films encore plus antérieurs à cela. Et ensuite, Halloween va mettre les codes en étendard. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un slasher, c'est un sous-genre du cinéma d'horreur américain, avec souvent un tueur masqué qui va assassiner des jeunes qui passent leur temps à faire la fête et à pratiquer librement les plaisirs charnels avec une arme blanche. Pour résumer, c'est un genre vraiment tourné vers la jeunesse. Donc on aura quelques films qui vont marcher sur la suite d'Halloween, sur les pas d'Halloween. Donc en fait, Halloween va être un succès colossal, hein, un film qui coûte vraiment pas cher et qui va rapporter énormément d'argent. Donc on aura Vendredi 13 de Sean S. Cunningham en 1980. On aura Les Griffes de la Nuit de Wes Craven en 1985. Et pour la petite anecdote, ce qui prouve que c'est vraiment un genre tourné vers la jeunesse, c'est le premier film d'un acteur très connu qui s'appelle Johnny Depp et qui verra son premier rôle qui a été choisi par Wes Craven au casting juste parce qu'il était beau. Voilà. Et du coup, il s'imaginait que ça ferait venir les adolescentes dans les salles. On aura aussi, par exemple, dans les plus connus, Jeux d'enfants de Tom Holland en 1989, le premier film de la saga de Chucky. Voilà pour le slasher. Donc le slasher, c'est aussi, je parlais des précurseurs au slasher, on a aussi le giallo italien dans les années 60, donc, notamment avec des réalisateurs comme Dario Argento, donc qui seront un peu plus sérieux, un peu plus tournés vers l'érotisme aussi, un peu dans l'esprit de la Hammer. Parce que le slasher est un peu plus puritain, justement, on va tuer ces adolescents parce qu'ils pratiquent les plaisirs charnels, etc. Ensuite, on aura le néo-slasher dans les années 90, donc on arrive dans une période méta aux États-Unis. Dans les années 90, donc déjà juste avant que sorte Scream, on aura par exemple le genre du film d'action à gros bras, etc., mis en étendard avec des acteurs très connus comme Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. Et ben, il y a un film qui va arriver qui s'appelle The Last Action Hero, réalisé par John McTiernan et avec Arnold Schwarzenegger, qui va complètement exploser les codes du genre en les parodiant. Donc ça va être une grosse comédie et qui va vraiment ridiculiser le genre aussi. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'Arnold Schwarzenegger est l'acteur récurrent de ce genre de film, une grosse star à ce moment-là, et que John McTiernan a réalisé certains films de gros bras, notamment Die Hard ou alors Predator. Et ce qui est intéressant avec Scream, c'est qu'il est réalisé par Wes Craven. Wes Craven, réalisateur des Griffes de la Nuit, dont je parlais juste avant, en 1985, et qui va complètement éclater le genre du slasher en parodiant tout. Alors en fait, le concept du film, c'est que les personnages principaux, donc ceux qui sont les victimes, ont vu des films de slasher, donc connaissent les codes, mais qu'en plus, le tueur connaît aussi les codes parce que lui aussi a vu des films de slasher et va les utiliser. Donc le film devient complètement méta, on ridiculise tous les autres films qui ont lieu avant, avec tous les procédés, etc., sur la fille qui doit rester jusqu'à la fin en étant vierge si elle veut survivre. Bah à la fin, le personnage principal de Scream n'est plus vierge et elle survit quand même. Ce qui est intéressant aussi, pour la petite anecdote, encore une fois, j'aime bien faire des anecdotes comme ça, c'est que ce personnage-là, cet acteur, a été choisi parce qu'il ressemblait beaucoup à Johnny Depp. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que dans le film, il ne porte pas cette moustache. Et que Johnny Depp, des années 90, commence à porter cette moustache. Donc c'est pour vendre le film. On aura d'autres films qui seront dans le même esprit, du néo-slasher. Donc on aura Souviens-toi l'été dernier de Jim Gillespie en 1997. On aura La fiancée de Chucky de Ronnie Yu en 1997 aussi. Urban Legend de Jamie Blanks en 1998. Là, on va partir sur un autre film qui arrive un tout petit peu après et qui n'a rien à voir avec le slasher. C'est le projet Blair Witch. C'est un petit film d'horreur indépendant, réalisé par ce qui était encore des amateurs au moment où ils ont fait le film. Un film à moins de 30 000 $ qui va être un succès colossal dans le monde entier grâce à une communication virale. Alors, comme on peut le voir, on a vendu le film sur « Ils ont vraiment disparu ». Ce ne serait pas un film de fiction, ce serait un véritable documentaire. C'est comme ça qu'on le vend avant. On arrive aussi à une époque charnière, c'est-à-dire c'est une époque où à la fin des années 90, l'Internet personnalisé commence à arriver dans les foyers américains. Donc on peut commencer à avoir des informations, créer des blogs, etc. sur la disparition de ces personnages, de ces acteurs. Mais du coup, ce qui marche dans le projet Blair Witch, c'est notamment un concept qui s'appelle le found footage. Le found footage, ça consiste
en le fait que dans la diégèse c'est l'histoire du film, la caméra existe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un des personnages qui est en train de filmer tout du long du film. Et donc il va pouvoir tout filmer, ce qui fait que les acteurs peuvent s'adresser directement à la caméra, etc. Comme précurseur au genre du found footage, parce que c'est vraiment le projet Blair Witch qui va le mettre en étendard et le faire connaître au monde entier, ce qui donnera après des films comme Paranormal Activity, REC, etc. En 1980 vient un film qui s'appelle Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato, film italien, et dans ce film, il se passe à moitié en found footage et à moitié en caméra objective. C'est-à-dire que dans la première partie du film, on va essayer de retrouver des gens qui ont disparu en Amazonie, des journalistes qui sont partis en Amazonie étudier les tribus cannibales. On les trouve pas, mais on retrouve les images qu'ils ont filmées. Et donc dans la deuxième partie du film, on va voir les images qui ont été tournées par eux dans la diégèse du film. Donc ensuite, on aura aussi en 1989, entre 1986 et 1989, une diffusion sur Arte de 13 courts-métrages de Jean-Teddy Philippe qui s'appelleront Les Documents Interdits, qui seront des précurseurs aussi au genre du found footage. Et ce qui est intéressant, c'est que dans chaque court-métrage, c'est assez différent. Il y a des films qui sont des films de famille, il y a des films qui sont des films de presse, etc. Après, si on veut trouver une véritable origine au found footage, on peut remonter beaucoup plus loin. On peut remonter au cinéma vérité des années 60, on peut remonter aussi aux premiers documentaires, comme les documentaires de Robert Ferretti dans les années 20, parce qu'en fait un film comme Nanook l'Esquimau, qui est un film vendu comme un film documentaire sur les Esquimaux, n'est pas du tout documentaire, parce qu'en fait dès que Nanook fait un truc qui nous plaît pas à l'image, on lui demande de recommencer, ce qui crée une part de fiction dans le documentaire. On peut remonter même avant l'origine du cinéma, avant même l'invention du cinéma, avec le roman épistolaire, en fait, un document comme Dracula, un livre comme Dracula qui va finalement être un condensé de lettres retrouvées. Alors ensuite, le found footage, on peut l'imaginer comme quelque chose de particulier et d'utiliser au cinéma comme la vision subjective. C'est-à-dire qu'avec la caméra, on créerait une vision subjective, il y aurait une vision objective au cinéma et une vision subjective. Pour vous montrer ce qu'est la vision subjective, c'est ça. Dans Les Dents de la Mer, quand au début du film, on a l'impression d'être dans les yeux du requin, on est en vision subjective, parce qu'on est littéralement dans les yeux du requin. Là, c'est encore plus flagrant dans E.T. l'extraterrestre de Spielberg, où on a littéralement des trous pour les yeux, et donc on voit littéralement dans les yeux d'E.T. Alors il y a aussi, dans certains films d'horreur, la première scène d'Halloween, il y a aussi la première scène du film Le Voyeur de Michael Powell, qui sont tournés en vision subjective. Donc on offrirait une vision subjective grâce au found footage. Ensuite, il y a le hors-champ, qui est extrêmement intéressant dans le projet Blair Witch, et qui nous permet de créer la peur. C'est-à-dire que le hors-champ est extrêmement utilisé par le projet Blair Witch, parce qu'en fait, le hors-champ, il y aurait le champ au cinéma, donc, qui serait l'équivalent du champ de vision, donc le champ de la caméra, et ce qu'il y a autour du champ de la caméra serait le hors-champ. C'est-à-dire que ce qu'on va utiliser, c'est le hors-champ, c'est ce qu'on ne voit pas. On va créer de la peur avec ce qu'on ne peut pas voir. On va nous vendre le fait, parce qu'en fait c'est un film extrêmement minimaliste, le projet Blair Witch, où on va pas voir de choses impressionnantes, on va juste ressentir et avoir l'impression que des choses se passent autour des personnages, ce qui crée une angoisse chez ces personnages et qui crée une angoisse chez le spectateur. Ensuite, il y a le plan séquence qui est extrêmement important dans le projet Blair Witch. C'est-à-dire que le plan séquence, théorisé par André Bazin, dans ce livre qui est Qu'est-ce que le cinéma, il y a un article notamment qui va s'appeler Montage interdit, qui est une compilation de 2 articles d'André Bazin écrits dans les cahiers de cinéma et qui va vraiment expliquer que pour lui, le plan séquence est extrêmement important et est la base du cinéma. C'est-à-dire qu'au cinéma, on essaie de savoir quelle est la spécificité du médium. C'est-à-dire que chaque médium artistique a une spécificité propre. Le médium cinématographique, certains pensent que la spécificité serait dans le montage, notamment les avant-gardes russes, avec des réalisateurs comme Eisenstein, Tsiga Vertov ou alors Kuleshov. Le plan séquence de l'autre côté, le plan séquence, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de ne pas couper la caméra. On filme en continu ce qu'il est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cut, on n'a pas de montage, on donne vraiment du temps réel au spectateur. Et c'est ce que va dire André Bazin. Il va dire que d'un côté, il y a les réalisateurs qui croient en l'image, le montage, et ceux qui croient en la réalité, le plan séquence. Donc c'est ça qui va créer aussi une forme de réalisme au film et donner l'impression, qui est vraiment dans la communication du film, que c'est un véritable documentaire et qu'il n'est pas monté pour être une œuvre artistique et esthétique.